Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Donc bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Marion. Et vous avez quel âge? J'ai 34 ans. Et dites-moi Marion, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, je viens vers vous aujourd'hui car mon ex-compagnon a mis un terme à notre relation il y a quelques mois, dans un contexte post-IVG, avec des suites, des complications qui ont été voilà, difficiles à vivre tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, émotionnel. Et la rupture a été très brutale en fait, avec beaucoup de questions en suspens. Et de ce fait, ça a été compliqué pour moi de passer à autre chose. Je suis toujours en période de deuil. Oui, je comprends. D'abord, ça fait combien de temps que vous étiez avec ce garçon? Ça faisait 1 an et demi. 1 an et demi. La grossesse arrive, c'était quelque chose que vous aviez envisagé ou c'était une surprise totale? C'était pas du tout envisagé. En fait, ça a été un accident. Le fait est que Un accident, ça veut dire quoi, Marion? ben, ce n'était pas désiré. Oui. C'était une Mais ça veut dire que grossesse. concrètement, il y avait une contraception, il n'y avait pas de contraception, c'était un sujet dont vous parliez, c'était quoi? Alors justement, ça a été ça le problème, Ah, c'est que dites-moi. euh, nous avons eu des difficultés sur le plan sexuel dès le départ. Euh, et donc, à force d'en parler, mon ex-compagnon a accepté de commencer une thérapie sexuelle, Mhm. d'avoir recours à une aide chimique aussi. Oui. Parce Et qu'il avait du mal à avoir des érections. c'est ça, C'est ça? voilà. C'est une aide chimique, Oui, je présuppose que c'était ça. Oui. oui, c'est ça. Et vous dites donc, dès le départ, vous avez eu du mal à avoir des unions sexuelles qui se passent bien. Oui. Et juste parce que vous m'avez pas répondu sur le plan de vue de la contraception, c'était comment de votre côté? Eh bien voilà, justement, c'est que dès qu'il a été possible d'avoir des rapports pénétratifs, je lui ai Oui. expliqué que je n'avais pas de contraception hormonale, que je n'en avais plus. Mhm. Euh, et le problème, c'est il m'a expliqué que lui, de son côté, l'usage du préservatif était compliqué. Et à ce moment-là, Pourquoi c'était compliqué pour lui, l'usage du préservatif? à cause de ses problèmes d'érection, justement. D'accord, ok. Mhm. Et lui, Euh, là, c'est un homme qui a quel âge, qui avait quel âge quand vous le rencontrez? alors, on avait une différence d'âge de 11 ans, donc il avait Oui, 45 45. ans. Voilà. D'accord. Et il avait toujours eu des problèmes d'érection ou bien c'était nouveau pour lui? Alors, c'était compliqué d'en parler avec lui, bien que on arrivait à le faire à force de se poser calmement et d'enclencher une écoute empathique. Et de ce que j'ai compris, ça a toujours été plus ou moins compliqué. Mm. C'est une personne qui a eu très peu de relations dans sa vie. Et qui a eu de longues périodes de célibat. Et, euh, et à force d'en parler, enfin, on est arrivé à comprendre qu'en fait, il avait vécu un traumatisme étant petit. Et c'est à ce moment-là que du coup, il a accepté de commencer une thérapie. D'accord. Donc, le traumatisme est revenu dans l'échange avec vous. Oui. D'accord. Et un traumatisme de quel ordre? De l'ordre d'attouchement. D'attouchement. Oui, c'est important hein, ce que vous dites. Donc, c'est que il avait ses difficultés sexuelles, mais ça sortait pas de nulle part. Donc, par Mm. l'échange, vous découvrez qu'il s'est passé des choses dans son enfance qui fait que ça a troublé son rapport à la sexualité.
Et pour revenir à la question de la grossesse non désirée, finalement, il n'y a pas d'usage de préservatif entre vous. Non. D'accord. Donc, vous tombez enceinte. Oui, enfin, je me sens aussi responsable que lui dans la mesure où j'ai aussi accepté de sacrifier ma sécurité contraceptive. Mm. Et j'ai fait ce choix-là parce que c'était tellement compliqué. Je me suis dit, si je prends pas ce risque, en fait, notre sexualité va devenir un naufrage absolu, quoi. Mm. Et en même temps, j'ai pris en charge des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité Oui, et donc j'aurais pour... dû enfin, laisser évoluer cette situation vers une impasse. Peut-être que ça l'aurait forcé à accélérer peut-être son processus de guérison. Voilà. Mm. Donc, pour protéger la relation, pour la faire durer, ouais, vous n'avez pas pris en considération ce besoin de se protéger aussi contre une grossesse. Non, ouais. Et donc, bon, finalement, elle est vite arrivée. Et vous me dites que vous découvrez que vous êtes enceinte. Et là, comment ça se passe entre vous deux? Alors, il a été présent, ça c'est indéniable. Alors, il s'est senti très mal. Il m'a expliqué qu'il se sentait responsable de ce qui arrivait. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'il a eu aussi recours à une aide chimique un peu plus régulière. Et, euh, et c'est aussi à partir de ce moment-là que, quelques semaines plus tard, parce que bon, il y a eu cette IVG, donc avec toutes les suites que ça entraîne, mais lorsqu'il a été question d'avoir à nouveau des rapports, là, le port du préservatif était devenu non négociable pour moi. Oui. Euh, et donc, il a été présent, mais c'est vrai que l'IVG a été très compliqué. Ça veut dire quoi, Marion, quand vous dites qu'une IVG était très compliquée? J'ai appris à poser ces questions parce que pour chacun, ça veut dire quelque chose de différent. Donc, pour vous, dans votre histoire, qu'est-ce qui était très compliqué dans cette IVG? Alors, j'ai un contexte gynécologique de base assez particulier. J'ai une pathologie chronique gynécologique et du coup, cette IVG est venue considérablement aggraver tous mes symptômes sur plusieurs mois en fait. Donc, j'en avais pas vraiment conscience avant parce que je n'avais jamais été confrontée à cette situation, mais j'ai des amis qui ont vécu des choses similaires sans avoir de maladie et qui m'ont expliqué que même pour elles, en fait, ça a été très compliqué. C'est des saignements pendant des mois, c'est l'énergie qui remonte pas, c'est les hormones qui sont sans dessus dessous. Et, euh, et d'autant plus avec une pathologie gynécologique associée, ça a été très compliqué. Donc déjà, ce que j'entends, Marion, c'est que c'était très compliqué sur le plan physique, avec ces saignements, etc. Ça, c'était dur pour vous, c'était une vraie épreuve physique. Oui. Et psychologiquement, comment vous l'avez vécu, cette IVG? Ça m'a bouleversée en fait. J'étais persuadée que déjà j'étais pas fertile. Donc ça a été déjà une grande surprise de tomber enceinte. Donc une demi bonne nouvelle entre guillemets, je dirais. Je me suis dit mais à l'époque j'avais ouais, 34 ans et je me suis dit si jamais ça se représente pas en fait, je vais vivre toute ma vie avec ça, Mm. d'avoir mis un terme à cette grossesse et ouais, ça ça remet en perspective beaucoup de choses, ça fait se poser beaucoup de questions. Attendez, juste une chose, c'est que vous étiez persuadée que vous ne pourriez pas avoir d'enfant parce que vous avez ces problèmes gynécologiques ou à cause d'une autre raison? Oui, à cause de ces problèmes gynécologiques. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au moment où vous découvrez que vous êtes enceinte, il y a une part de vous qui est assez soulagée en disant, ah tiens, ça fonctionne, je suis Oui. capable. Et une autre part de vous qui dit, bah, c'est pas le moment, c'est pas maintenant qu'il faut que je vive cette Ouais, grossesse. C'est ça? c'était pas du tout le moment parce que ça faisait 6 mois qu'on se Mhm. fréquentait. Euh, donc la question s'est pas vraiment posée comme pour moi comme pour lui en fait. C'était une évidence que c'était pas le moment. Donc, finalement, vous n'êtes pas trop posé la question de s'il fallait ou pas garder cette grossesse. Ouais. Euh, mais après coup, vous êtes inquiète parce que vous dites peut-être que l'occasion ne va pas se représenter. Oui, enfin je me dis que si les circonstances de vie font que je vieillisse sans avoir eu d'enfant, je penserai à ce moment-là, je pense toute Mhm. ma vie, en fait. Ouais, C'est, je comprends. Je comprends. Donc ça c'est difficile aussi sur ce point de vue psychologique. Et comment ça se passe entre vous deux au moment
de cette prise de décision et puis dans les suites de l'IVG? Bah, il a été présent, il a été vraiment très présent et à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un de stable. Et ça m'a renforcé dans l'idée que bah, c'était peut-être, entre guillemets, le bon. Le fait est que bah, dans ce contexte-là, ensuite, les mois qui ont suivi, je saignais 15 à 20 jours par mois, en fait. Et bien sûr, pas de libido. C'est venu considérablement perturber mon sommeil aussi. Mhm. Encore plus que qu'il pouvait l'être avant cette IVG sur certaines périodes selon le cycle menstruel. Et, euh, et le problème, c'est qu'il y avait de ce côté-là, bon, moi, j'étais pas dans de très bonnes dispositions pour avoir envie de faire l'amour. Et lui, de son côté, il devait avoir recours à une aide chimique, et ce qui faisait qu'on devait euh, mentaliser, programmer chacun de nos rapports. Mhm. Et c'était très compliqué parce que bah, il me demandait régulièrement si je saignais toujours. Et moi, du coup, j'avais la pression parce que quand je lui disais que mes saignements s'étaient arrêtés, je me suis dit, oh là là, en fait, ben, il va commencer à prendre des cachets. Puis ça veut dire qu'il faut être dispo. Mais en fait, est-ce que je le suis vraiment? Et voilà, je pense que c'est tout ce contexte-là, que ce soit de mon côté ou du sien, qui ont fait que sur les mois qui ont suivi, ça a été encore pire que ce que c'était avant l'IVG, quoi. Quand vous dites pire, ça veut dire que vous avez perdu toute possibilité de spontanéité dans la relation. En fait, c'est ça, oui. Moi, je pense que je peux pas faire l'amour sur demande. Mhm. J'ai besoin justement aussi que ce soit spontané. Je trouve qu'il n'y a pas eu on s'est pas donné les moyens. Je me mets dans l'eau, hein, lui comme moi, de raviver la flamme de ce côté-là, en fait. Bon, moi, je sais que j'étais tout simplement, j'avais pas la force, en fait, hein. J'étais pas du tout dans cette énergie-là. Et lui, de son côté, c'est vrai que simplement me demander si j'étais disposée, enfin, je pense, pas une manière d'amener les choses, en fait, Mhm. euh, pour raviver l'envie. Euh, Au moment de la rupture, justement, il m'a dit qu'on avait probablement des sexualités incompatibles, et il m'a dit que j'avais une sexualité mentale. Et j'étais très étonnée parce que bah, la sexualité que j'ai eue avec lui n'a eu rien à voir avec ce que j'ai connu auparavant. Et le fait qu'on devait prévoir chacun de nos rapports me forçait à être dans le mental, en fait, Bah à oui. fortiori. Et il a pu se parler de lui, là, parce que c'était lui qui avait une sexualité très mentale. C'est bien ça, hein, tout le problème aussi des traumatismes qu'il a pu vivre quand il était enfant. C'est quand d'un coup, on remonte dans son mental, on n'est plus à l'écoute de son corps, et donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Comment dire, la sexualité se passe bien quand on laisse le corps faire les choses en faisant en sorte que la tête s'en mêle le moins possible. Oui. Donc, lui, ses problèmes d'érection montrent bien qu'il était beaucoup dans son mental. Bon, donc en tout cas, vous commencez à vous reprocher certaines choses, l'un et l'autre, et c'est comme ça que la relation commence à se détériorer. Bah, oui, alors c'est-à-dire que la sexualité devient très intermittente. Et il y a quelques mois, l'été dernier, euh, mes problèmes menstruels sont tels que je finis aux urgences. Et ça a été cet événement-là qui a déclenché en fait un changement de comportement de sa part. J'ai senti que de me voir pliée de douleur, ça l'a profondément déstabilisé. C'était la Mm. première fois qu'il me voyait comme ça en fait. Et, euh, Et les quelques jours qui ont suivi, en fait, quelques semaines, quelques jours, euh, un soir, il m'annonce ça, qu'il ne se sent plus épanoui, qu'il souhaite mettre un terme à notre relation, avec pour motif principal que mes maladies, devenaient trop insupportables, pour lui. Alors, juste une chose, Marion, toujours pour que je comprenne bien. Quand on dit vos maladies deviennent trop insupportables, c'est qu'on est bien d'accord que
il y avait de base des problèmes gynécologiques, mais Oui, c'était pas ça qui vous empêche d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est que c'est l'IVG qui a déclenché toutes ces problématiques-là. oui, c'est là toute l'injustice que j'ai ressentie en fait Ah, je quand il m'a comprends livré mieux. ça. Bah oui, je comprends mieux. Mhm. Donc vous Oui, avez ressenti un il sentiment a, d'injustice. Ouais, dites-moi. oui, parce que je trouve qu'il a pas, la manière dont il a présenté les choses, il a pas pris sa part de responsabilité en fait. Et je lui ai rappelé qu'en fait, le chaos que moi je vis depuis des mois, il y a largement contribué. Alors certes, j'avais des troubles, plusieurs pathologies chroniques préexistantes, mais qui ne m'empêchaient pas d'avoir une vie normale avant ça, en fait, qui ne m'empêchait pas de dormir pendant des semaines, qui ne me faisait pas saigner 20 jours par mois, etc. Et ça, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le reconnaître. Il l'a reconnu aujourd'hui? Ah ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi déjà, il m'a annoncé la rupture, il est parti pendant 3 semaines. Donc, je me suis retrouvée toute seule parce que je vivais chez lui. Euh, sans pouvoir avoir vraiment d'échange, de conversation sur la bombe qui venait de lâcher, en fait. Et je me suis retrouvée à lui écrire des lettres électroniques auxquelles je n'ai pas d'abord pas eu de réponse. Et, euh, et puis il est rentré, on a eu une discussion, et puis c'est à ce moment-là que j'ai essayé de lui mettre un peu les faits sous les yeux, essayer de lui démontrer par A plus B que bah, il était factuellement responsable de ce qui se passait aussi quand même ces derniers mois. Quelle était sa part de responsabilité, Marion? Euh, il m'a laissé endosser le risque de tomber enceinte Mm. pour se soulager temporairement de ses problèmes sexuels, Et votre part de responsabilité, c'est? que j'ai accepté d'endosser ce risque-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous me dites tout ça? Je ressens que c'est assez récurrent chez moi en fait de me sacrifier pour l'autre et je crois que je suis fatiguée de le faire. Oui, je comprends. Vous êtes fatiguée de vous sacrifier pour les autres. C'est ça, Marion? Ouais, Mm. je crois que je crois que j'en ai aussi marre de d'avoir le sentiment d'être la seule à être courageuse en fait. Mm. Je Ça fait suis quoi? usée, Mm. Vous êtes, pardon? usée. Vous êtes fatiguée, vous êtes usée. Oui, j'entends. Et votre corps l'est aussi. Oui, indéniablement oui. Quand est-ce que ça a commencé dans votre vie? Ce rôle de je me sacrifie pour les besoins des autres, pour que les autres soient bien. J'avais une dizaine d'années et ma sœur est tombée dans l'anorexie mentale. Et donc pendant 4 ans à peu près. Et c'était bien. On est passé d'une famille très unie, enfin, vraiment le conte de fées, à une famille déchirée, avec, je me rappelle de ma mère qui hurlait, de ma sœur qui pleurait, de mon père qui essayait de la consoler, et puis mon petit frère et moi au milieu qui essayaient de se faire le plus petit possible pour ne pas rajouter de tourments. Et je crois que j'ai conscience, hein, parce que je travaille sur ça depuis quelques années maintenant, que c'est à partir de ce moment-là que j'ai intégré que il fallait que je souffre en silence Mm. Je comprends ce que vous dites. pour être acceptée, pour être aimée. Ouais. Souffrir en silence pour être accepté, pour être aimé. Ça, c'est certainement le message que vous avez enregistré quand vous étiez enfant. Et donc, finalement, quand à l'âge adulte, vous êtes dans une situation relationnelle où on vous demande de faire quelque chose, de vous sacrifier, vous savez y faire, vous. Oui. Mm.
vous savez faire. Il va se passer quoi, Marion, si vous continuez à fonctionner de cette façon-là? Euh, bah, ça fait déjà quand même plusieurs fois dans les relations que je vis que j'ai des schémas répétitifs en fait qui sont toujours les mêmes. Donc je crois que c'est Einstein qui disait que c'est la, c'est une folie que de penser qu'en faisant toujours les mêmes choses, on va avoir un résultat différent et le risque bah, c'est que je tombe inlassablement toujours dans des impasses amoureuses en fait. Euh, Et ces impasses amoureuses, elles arrivent parce que qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en relation et qui conduit après à la rupture, c'est je crois que je perds de vue la personne que je suis à force de me suradapter à l'autre, en fait. Hmm. C'est Et très important ce que vous dites là. ouais, Ouais, vous perdez de vue la personne que vous êtes à force de vous suradapter à l'autre. Ça, c'est clé ce que vous êtes en train de dire là. Et vous vous suradaptez parce que ce que vous cherchez, c'est... bah de l'amour. Hmm. Oui, parce que j'ai intégré que c'est comme ça qu'on l'obtient, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Est-ce que cette fois-ci, avec ce que vous venez de traverser comme épreuve, est-ce que votre corps, votre cœur et votre cerveau peut enregistrer ce message que c'est faux? C'est pas en se suradaptant qu'on arrive à créer une relation d'amour véritable. J'aimerais bien, j'avoue que dans la théorie, je le conscientise beaucoup et je l'entends, mais je ne sais pas si dans la pratique j'arriverai à le faire, en fait. Je me dis que le problème qu'il y a derrière, en fait, c'est ce, ce vide de confiance en fait que j'ai pour moi. Et que si j'arrive déjà à restaurer ça, je serai peut-être plus dans de meilleures dispositions pour rentrer dans des relations saines et Oui, équilibrées. oui, exactement. Et de quoi est-ce que vous auriez besoin aujourd'hui pour remplir ce vide de confiance en vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous regarder avec amour et de vous retrouver une confiance en vous? Euh, alors je sais que ça va paraître un peu beaucoup tout ce que je dis, mais Dites-le, euh, dites-le, je vous écoute. Mm. j'ai eu un accident de la route il y a 3 ans euh, qui a généré de très nombreuses opérations. Et en fait, ça fait 3 ans que je suis dans une situation vraiment en stand-by professionnelle et forcément ça n'aide pas en fait à aller de l'avant, à me sentir utile, à avoir confiance en moi et dans ce contexte d'accident en fait avec mon ex-compagnon, celui d'avant, ça a été la même issue en fait. Du coup, cet accident, ça a exacerbé un peu ce manque de confiance en moi. Et, euh, et je crois que bah, la personne avec qui j'étais à l'époque l'a pas du tout, ne l'a pas supporté. Euh, Donc de nouveau le même scénario. oui, Quand ouais. vous êtes faible, vulnérable, finalement, on vous lâche. En fait, c'est vraiment ça. Oui. Et, et j'ai l'impression que j'ai pas le droit en fait de me montrer vulnérable parce que les hommes ils sont attirés vers moi et ils me disent tous, en fait, tu es quelqu'un de solaire parce que au-delà de ce contexte de santé, de professionnel compliqué, je m'efforce de maintenir des activités, je danse beaucoup, je joue de la musique, j'essaie de mettre de la joie comme je peux, en fait, dans ma vie. Et les hommes, en fait, sont attirés par ça, par le côté aussi un peu spirituel que je peux avoir. Et dès qu'ils entrevoient mon ombre, en fait, ils prennent leurs jambes à leur cou, quoi. Et moi, ça fait que renforcer la croyance selon laquelle, ben, je peux pas être moi-même parce que si je me montre vulnérable, en fait, les gens partent. Si vous montrez vulnérable, les gens partent. Et ça, c'est important parce que
euh, ça doit certainement remonter aussi à très loin. Je voudrais juste revenir sur l'épisode parce que vous en avez parlé comme ça très rapidement. Vous me dites, votre sœur fait de l'anorexie mentale et la famille, en un coup, change le climat familial change. Il y a beaucoup de cris. Votre mère se met dans des états épouvantables. Euh, Pourquoi est-ce qu'en un coup ça crie quand votre sœur est dans cet état de vulnérabilité? Euh, je ne sais pas. C'était ma mère surtout, et je pense que c'est parce qu'elle avait très peur pour ma sœur, Oui. très peur qu'elle meure, hein, tout simplement. Et Oui, mais quand on a peur que quelqu'un meure, on lui crie pas dessus. je suis d'accord avec ça, oui. Oui. Donc il se passe quoi là? Parce que votre sœur est en train de traverser une épreuve, celle de la maladie. Et là, sa mère, qui est censée la soutenir, être douce et adorable avec elle, lui crie dessus. Oui. Ça veut dire quoi aussi par rapport à la vulnérabilité dans la famille? Euh, que lorsqu'on est vulnérable, on se fait sermonner. Ben oui, on se fait sermonner, il y a une déconnexion du coup, on est moins aimé. Oui. Mm. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que je reviens sur cet épisode? Oui, oui, tout à fait. Mm. Le lien que vous faites avec votre propre vie, c'est quoi? Parce que je pense que que c'est la petite fille de 10 ans qui s'exprime en fait et qui a intégré que se montrer vulnérable est dangereux pour les relations. C'est ça, se montrer vulnérable, c'est dangereux pour les relations. Et donc forcément, si vous avez cette croyance au fond de vous, quand vous êtes en relation, vous vous souvenez de cette idée que nos croyances créent notre réalité. C'est-à-dire que si je crois que si je suis en vulnérabilité, je ne vais plus être aimée, c'est exactement ce qui va se passer. Mm. C'est très étrange hein, ce que je vous dis, mais comment est-ce que nos pensées, elles vont faire que la réalité va se dérouler d'une certaine façon, quoi. Donc, si j'ai pas intégré que je pouvais être vulnérable et je serais quand même pleinement aimée, eh bien, je risque de faire advenir ce que je crains le plus. Est-ce que vous me suivez dans ce que je vous dis ou ça vous paraît trop ésotérique, obscur? Non, si, je Vous comprends. voyez? Et comme par le plus grand des hasards qui n'en est pas un, c'est ce qui se passe, quoi. Mm. Mais parce que c'est comme ça que vous avez intégré les choses. L'événement qui s'est passé dans la famille, c'est très important parce qu'à 10 ans, on est une jeune fille, là, toute petite fille. On observe tout ce qui se passe dans la famille et c'est à ce moment-là qu'on encode plein de messages, plein de messages. Et donc, voir votre sœur qui est malade et voir la réaction de votre mère, voir le climat familial qui change, qui était au départ super et puis d'un coup qui se transforme totalement, ça laisse des traces pour la petite fille. Elle se dit plein de choses, elle en déduit plein de choses. Alors que, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la vulnérabilité nous empêche d'être aimés? Euh, J'aimerais vous dire que non, mais en fait, Regardez, si vous avez une petite fille devant vous, de 10 ans, vous lui dites quoi à cette petite fille? qu'elle peut se sentir en sécurité pour être vulnérable. Ouais, tu peux te sentir en sécurité pour être vulnérable. Tu peux te sentir en sécurité parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce que Tu es aimable. même vulnérable, tu es aimable. On garde ça. Même vulnérable, tu es aimable. Alors quand on dit, prononce ces mots, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? De la douceur. Ok. Vous sentez de la douceur. Et on va juste terminer là-dessus. Si, quand je suis vulnérable, une personne se déconnecte de moi, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Ça ne veut absolument rien dire de moi. Exactement. Ça dit quoi? Ça parle de la personne en question. Exactement. Et ça, vous le retenez. Si votre mère a été prise par des excès de colère, ça ne parle que d'elle. Certainement que l'anorexie que vivait sa fille, votre sœur, eh bien, venait réveiller des choses chez elle qu'elle n'a pas su gérer. Mais le problème n'est pas du tout l'anorexie de votre sœur.
Le problème, c'est la façon de gérer ces émotions de votre mère. Ça ne dit rien de votre sœur, ça ne parle que de votre mère. De la même façon, quand vous souffrez d'avoir ces saignements à la suite de l'IVG et que cet homme vous dit c'est pas possible, c'est trop compliqué, je préfère partir, ça ne parle que de lui, de son rapport à la vulnérabilité, de son rapport à la maladie, de son rapport au corps, de son rapport aussi à la responsabilité. Ça ne parle que de lui. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre une vulnérabilité et un obstacle à l'amour. Et de nombreuses personnes pourraient vous témoigner qu'elles ont été dans une situation de vulnérabilité et qu'elles se sont senties. Mais parce que, en général, c'est ça l'expérience qu'on fait quand on est enfant. Je suis vulnérable, je suis fragile et je suis toujours aimée de ma mère, je suis toujours aimée de mon père, je suis toujours aimée de la personne qui a pris soin de moi quand j'étais enfant. Et ça te donne une force dans la vie pour te dire, je n'ai pas peur de la vulnérabilité, je n'ai pas peur de la maladie, de la faiblesse, des accidents, parce que ce ne sont pas des obstacles à l'amour. Mais vous, c'est pas ce que vous avez enregistré, malheureusement, parce que c'est pas ce qu'a pu offrir votre mère à votre sœur. Oui, Vous voyez un petit peu les liens? oui, oui. on, on y va un peu rapidement, mais vous savez que là, nos échanges, malheureusement, ne peuvent pas être très longs. Mais déjà, avec ce qu'on s'est partagé, là maintenant tout de suite, comment est-ce que vous vous sentez, là tout de suite? Un peu plus de clairvoyance sur la situation. Et, ça vient renforcer l'idée selon laquelle c'est une très bonne chose que cette relation se soit arrêtée, en tout cas maintenant, si la personne n'était pas prête à pleinement s'y engager, en fait. Bien Je sûr. mérite bien mieux que ça. Exactement. Yes. Ça y est, vous le dites. Je mérite bien mieux que ça. Bien sûr, Marion, vous méritez bien mieux que ça. D'accord. Vous méritez bien mieux que ça. Vous l'intégrez ça, vous le Oui. recevez. Prenez le temps un peu de digérer cet échange et voyez un peu comment ça fait voilà, son petit bonhomme de chemin en vous. Mais on va déjà garder tout ce qu'on s'est partagé et de le faire descendre. D'accord? Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous pour votre confiance et bon chemin vers cette prise oui, de conscience qu'on peut être vulnérable et aimable. Et moi, j'irais même plus loin. C'est la vulnérabilité qui nous rend vraiment aimables. C'est quand on ne sait pas se mettre en vulnérabilité que on n'est pas aimé. La clé de l'amour, c'est la vulnérabilité. Et donc, c'est vraiment, c'est tout le message inverse, quoi. Alors Oui, là, c'est une vulnérabilité. Il y avait le côté physique, puis il y a le côté émotionnel dû à cette IVG, mais c'est dans ces moments-là que l'amour peut exister. Oui. oui. Pas quand tout va bien, quand tout est parfait, quand on est au top, quand on renvoie qu'un visage de perfection. Donc j'espère que vous allez pouvoir ressentir ce message-là. Et n'hésitez pas, je ne sais pas si c'est ce qui me vient comme ça un peu spontanément après vous avoir écouté, n'hésitez pas à écouter des témoignages de femmes, d'hommes qui ont traversé des épreuves, des accidents de la vie. Là, vous parlez d'un accident de voiture, ça peut être oui, ou des... oui, différentes épreuves de la vie, la maladie, le handicap, etc., et qui ont gardé des belles relations d'amour avec leurs proches. Je voudrais que vous puissiez vous nourrir d'histoires inspirantes qui vous permettent de croire que c'est possible d'être aimé même quand on est vulnérable. Que finalement, ce qui a été vécu au sein de votre famille, ce qui a été vécu après dans vos expériences de vie, là jusqu'à présent, ce n'est pas une généralité. En Oui, réalité, c'est assez rare ce qui se passe. C'est plutôt le contraire. d'accord. Une Oui, maman, quand elle voit, et je dis ça, je suis moi-même maman de 3 enfants, quand on voit nos enfants souffrir, on leur gueule pas dessus, hein. On est plein d'empathie, de douceur, de tendresse, d'amour, de soins, d'attention. On est que amour quand on voit son enfant qui est en vulnérabilité. Oui. et heureusement, oui. Et c'est ça la norme, si vous regardez un peu autour de vous. Bon, pour différentes raisons, votre mère, avec ce qu'elle était à ce moment-là dans son histoire, n'a pas pu l'offrir à votre sœur. Et malheureusement, ça a voilà, engendré toutes ces croyances en vous. Mais c'est pas parce que votre mère n'a pas pu l'offrir que tout le monde ne peut pas vous l'offrir. Votre mère n'est qu'une femme parmi d'autres sur cette terre. Et elle n'est pas toutes les femmes, elle n'est pas tous les êtres humains. Vous voyez?
Et ça aide aussi à prendre distance. Et là, cet homme qui était sur votre route, c'est un homme parmi d'autres, mais il y a tellement d'autres hommes qui restent présents, attentionnés, doux avec leurs femmes qui sont en souffrance à la suite d'une IVG, à la suite d'une fausse couche, à la suite d'une grossesse compliquée ou à la suite de problèmes gynécologiques. J'en ai, moi, des témoignages autour de moi. Je vois tous ces hommes qui sont aimants envers leurs femmes. Donc, c'était cet homme-là, mais c'est pas tous les hommes. Et ça va vous permettre aussi de vous ouvrir des perspectives et vous dire que vous méritez mieux et qu'un homme aimant est un homme qui sait aussi être présent, tenir la main et être doux de la femme qui souffre à ses côtés. Oui, Vous allez le rencontrer. Si vous y croyez, vous allez le rencontrer. je vais essayer de garder foi alors. Ouais. Merci pour votre confiance, Marion. Merci à vous, Au Thérèse. revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.